une partie des étudiants, notamment ceux de Paris Descartes, qui n'avaient pas eu cette formation-là. Et donc, il y avait donc 775 étudiants qui ont passé cette écos. L'écos en question, la station, c'était d'expliquer à un malade qui avait besoin d'être opéré d'une cholécystectomie, en l'occurrence, c'était pas très compliqué. Et le malade voulait pas, disait qu'il avait peur, qu'il était allergique aux médicaments, que l'anesthésie, c'était pas possible, etc. Il fallait lui expliquer pourquoi c'était important de faire cette opération, etc. Et du coup, dans ce travail, ils ont regardé chez ces étudiants, ils ont comparé ceux qui avaient eu la formation avec ceux qui ne l'avaient pas eu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, la formation avait eu lieu au moins 12 mois avant. Donc, ce n'était pas récent. Et en fait, alors, ils ont aussi regardé seulement les étudiants qui ont répondu au questionnaire. Et donc, vous voyez ici, en gros, ceux qui n'avaient pas eu de training sur la plateforme de simulation ont eu de moins bonnes notes à leur écos que ceux qui ont eu qui avaient été formés. Donc ça, c'est quand même satisfaisant. Et puis, je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, ça, c'est ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils passaient l'écos en fonction de savoir s'ils avaient ou non eu la formation. Et très clairement, ceux qui avaient eu la formation étaient beaucoup moins stressés, beaucoup moins angoissés, trouvaient mieux leurs mots pour parler aux malades que les autres. Voilà, donc ça vient de sortir dans PLOS ONE. Alors, évidemment, le problème des écos, c'est le problème qu'on a tous actuellement. Et donc, c'est extrêmement compliqué. On a déjà été obligé d'annuler, évidemment, la séance du mois de mai. On devait faire un entraînement en septembre, la semaine dernière, pour le CCC qu'on espérait faire encore sous forme d'écos à la fin de l'année. Et juste, c'est absolument impossible dans ces conditions avec autant d'étudiants. Donc, deux choses qui, à mon avis, doivent absolument être développées pour entraîner nos étudiants. D'une part, les écos pour évaluer les stages hospitaliers. Alors, ça commence à être mis en place, et notamment Damien Roux et Nicolas Javois, Louis Maurier l'ont mis en place pour évaluer leurs étudiants en fin de stage, donc en prenant les étudiants de réanimation des urgences. Ça, je crois que c'est vraiment, il faut tous qu'on s'y mette. Et d'ailleurs, nous, on va s'y mettre dans mon service bientôt, mais c'est vraiment essentiel. Et ça s'adapte très bien en fait à une évaluation de fin de stage parce que on peut se mettre à plusieurs services, soit du même DMU, soit avec des spécificités un peu communes. Et finalement, il faut faire 2-3 stations, c'est pas la peine d'en faire 40. Ça prend une demi-journée et ça permet d'avoir quand même une évaluation assez objective des étudiants et ça mobilise un peu de gens. Mais bon, nous, par exemple, à Beaujon, les radiologues s'y mettent là et ça, en radiologie, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils peuvent faire des gestes aux étudiants. Bon. Et puis, la deuxième manière d'entraîner nos étudiants, parce qu'il va falloir bien le faire, c'est les écos virtuels. Donc, il y a un groupe de travail qui est mené par Donia Bouzid, qui était là, mais qui a disparu, et qui est urgentiste ici à Bichat, avec Alexis Trindine également, et Tristan Miro, qui s'occupe du groupe écos pour ex-Paris Centre et qui est à l'HEGP. Ils ont déjà fait des tests par Zoom, d'écos par Zoom, notamment pour tout ce qui est relationnel, annonce de maladie, etc. Mais ça peut aussi être des points d'examen clinique. Alors pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment de le faire pour de l'entraînement, mais on peut imaginer qu'à terme, on puisse même évaluer les étudiants comme ça. Et donc actuellement, de façon conjointe avec toute l'Université de Paris, on est en train de répondre à un appel à projet Erasmus+, qui sont des appels à projets européens. Donc, il faut avoir des partenaires dans d'autres pays pour justement développer ces modalités virtuelles d'enseignement, surtout qu'en plus l'appel à projet est très focalisé sur le Covid et les conséquences de l'épidémie sur l'enseignement des étudiants. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Victoire. Merci pour ces aspects très pratiques de mise en place des écos. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des commentaires ou parmi les personnes connectées? Ça fait vraiment plaisir à entendre. Bravo. Ça fait vraiment plaisir à entendre une expérience bien réussie comme ça. En fait, je pense que vous avez bien montré ce qui était à la fois la complexité de départ et puis ensuite, une fois que c'est en place, le formalisme à faire tourner les groupes et faire vos différents circuits en parallèle. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça recoupe beaucoup de ce que dit la littérature, mais donc je pense que c'est une belle expérience qu'il faut vraiment saluer. Je trouve ça intéressant, effectivement, la pratique des enseignants. Micro, c'est possible. Micro, parce que il y a des gens en ligne.
Je pense que ça intéresse le petit sondage que vous avez fait avant-après sur le ressenti des enseignants. On voit très très bien qu'au départ, ça barbe un petit peu les enseignants et qu'au final, ils sont plutôt très, très satisfaits de l'expérience. Et nous, d'une façon générale, c'est vrai qu'à l'UFR de médecine Paris-Est-Créteil, on ne faisait pas des échos, mais on faisait un système de validation de fin de cycle, ce qu'on appelait des vignettes, où effectivement les enseignants étaient vraiment mis à contribution, à la fois les HU statutaires et puis les chefs de clinique. Et c'est vrai que ça marchait très très bien depuis plusieurs années. Et on va basculer, on va passer dans le mode échos, effectivement, pour répondre aux besoins des étudiants pour la préparation de l'ECN. Et ça semble très très bien. En tout cas, félicitations pour avoir mis tout le monde en ordre de marche. Merci. Alors, la seule chose, quand même, une petite, un peu moins d'enthousiasme sur la satisfaction des enseignants, c'est que, en fait, en effet, sur le coup, ils ont tous dit c'est génial. Et puis, il n'y en a pas qui avaient des idées, qui nous ont dit oh là là, mais moi, je veux faire ça. Hein. Et puis, en fait, quand on les a sollicités la 3e fois dans la même année, alors, on a essayé évidemment, on a fait tourner parce que, mais en fait, c'est quasiment la moitié des titulaires de notre UFR qui ont été sollicités à chaque fois, parce que je crois qu'il y en a 400 et quelques, et donc 150, c'est bon, donc ça revient vite. Alors évidemment, si on met les chefs de clinique en plus, ce qu'on a fait pour le CCC, là, ça permet d'être moins sollicité. Mais c'est quand même, si on fait 3 à 4 séances d'échos par an, ce qui était l'objectif avant le Covid, ça fait revenir beaucoup les enseignants. Et c'est vraiment, enfin, c'est quand même très prenant, hein, parce qu'ils sont là de 8h30 à 14h. Je vous dis, c'est quand même assez pénible. Et en plus, il y a toute la préparation avant, les réunions, etc. Donc, voilà, ils étaient enthousiastes sur le principe, sur l'organisation, sur la modalité d'évaluation. Mais voilà, quand on en était à les solliciter pour la 3e fois, là, on s'est pris, c'était moins facile. Voilà. Mais bon, je pense que de toute façon, voilà, ils vont s'y mettre, tout le monde va s'y mettre. Je crois que c'est. Et puis, si on inclut les chefs de clinique, on est quand même nombreux. Donc, on va y arriver. Mais... Oui, puis l'habitude fait que lorsqu'on devient. qu'on répète, on devient meilleur évaluateur. Et à ce moment-là, on remplit les grilles de façon plus confortable, plus honnête vis-à-vis de l'étudiant. Donc, c'est aussi un point d'importance. Je voudrais juste vous signaler l'existence du guide de l'AME, numéro 81, qui a été publié dans Medical Teacher en 2013 et qui fait la métrique des stations d'Écosse. Et ça, c'est un guide extrêmement précieux pour améliorer les scénarios. Vous l'avez très bien dit, on est trop ambitieux au départ. Les premiers scénarios, on veut trop de l'étudiant. On n'a que 7 minutes, ça va super vite. Et clairement, les métriques qui sont finalement les critères de qualité de vos scénarios, c'est très, très bien fait dans ce guide de l'AME. Il s'est aussi publié, je vous l'ai dit, et ça vaut vraiment la peine de se pencher là-dessus pour améliorer, pour avoir des éléments, pour inciter à une meilleure écriture et à faire en sorte que vous puissiez les réutiliser, parce qu'il faudra les réutiliser si c'est des objectifs de rang A. Mais vraiment, je crois qu'il faut qu'on s'entraîne tous à améliorer notre qualité. Après les premières périodes d'enthousiasme, il faut qu'on arrive à des choses qui soient vraiment standardisées et de bonne qualité. Et là, la métrique a été publiée et nous aide beaucoup. Donc, je vous invite à aller voir le guide. Il est aussi dans Medical Teacher. Je l'avais mis dans ma présentation que Damien diffusera, je pense, à tous. Très bien. Merci beaucoup. Je prends juste la parole une petite minute. Fleur a réussi à... Donc Fleur, on t'accueille avec grand plaisir dans ces rencontres pédagogiques que tu as co-organisées. Donc tu pourras ne pas hésiter à prendre la parole. Nous allons, juste avant d'ouvrir la dernière session, qui est une session Procon qu'on aime bien, je souhaitais vous signaler que ces rencontres pédagogiques sont enregistrées, que les diaporamas et que l'enregistrement Zoom sera mis en ligne sur le site de la conférence des doyens. Donc Patrice Dio me l'a confirmé. Donc voilà, ce sera disponible, l'ensemble de la journée sera disponible. On remercie beaucoup la conférence des doyens pour leur confiance. Je tiens, moi, à vous dire au revoir parce que je vais devoir partir pendant la session et donc je tenais à vous remercier tous, ceux qui sont présents et puis ceux qui nous ont suivis toute la journée en distanciel. Et donc, je donne la main à Stéphane Gaudry, à Thomas Hanslick et donc à Fleur Cohen pour peut-être la fermeture en fin de session. Donc, pour cette session Procon, 3 sessions Procon qui, à mon avis, peut être à la fois amusante et puis un petit peu challenging pour tout le monde. Stéphane, Thomas? Alors, moi, je suis présent, Stéphane Gaudry de Paris 13, Sorbonne Paris Nord. Est-ce que Thomas est là? Ici, je suis là, mais donc
Toi, en plus, on te voit, c'est merveilleux. Donc, ouais, t'as vu, c'est pas mal. Donc je vais, bah écoute, tant mieux, je vais commencer juste parce que j'avais une question pour avant. C'était pas une question, c'était une petite remarque que je laisse comme ça, qui va faire la transition avec notre session. À la fin, il a été dit qu'en effet, ça nécessitait beaucoup d'enseignants et que ça tendait, on va dire, un petit peu les gens au bout de 3 fois dans l'année, les écos. Nous, à Sorbonne Paris Nord, c'est vrai qu'on a un petit peu moins d'enseignants pour un nombre d'étudiants qui est très important également et qui nécessite donc beaucoup de temps. Et la mise en place des écos, il se pose la question de les faire le samedi matin. Je ne sais pas si je vais arriver à motiver les enseignants à venir 3 fois dans l'année le samedi matin. Et donc, ça me permet de dire que peut-être qu'il faudrait qu'on fasse tout ça tous ensemble, essayer de pouler un petit peu les efforts des différentes universités, des différentes UFR. Et donc, voilà, ce sera, à mon avis, un projet dans les années à venir d'essayer de se rapprocher. Parce que nous, on va avoir du mal à faire la même qualité avec moins d'enseignants. Voilà, donc on passe à la session de 15h30, qui est donc une session de Procon qui va commencer, on va commencer sans trop de transition, sur le Procon sur les examens distanciels, qui est donc un sujet d'actualité, avec donc une première présentation sur les problèmes et une deuxième présentation sur les éventuelles solutions. Donc, on commence avec Martin Flamand et je crois qu'après, c'est Fleur Cohen qui prendra la parole. Bien, bonjour à tous. Merci de me donner la parole pour cette controverse qui pose toujours le problème des controverses, qui est qu'on doit prendre une position un peu manichéenne. Et à vrai dire, il n'y a en général pas de réponse absolue sur une controverse. Et de fait, je pense que je vais plus parler de problématiques que de problèmes. C'est poser un peu les contraintes liées à l'utilisation du distanciel pour les évaluations des étudiants, qui nous a été finalement imposée depuis le deuxième semestre de l'année universitaire précédente pour des raisons sanitaires. Je pense que c'est de toutes les manières une question intéressante parce qu'on voit bien que l'évolution de la situation va probablement prolonger cette problématique au cours de l'année universitaire, au moins au semestre 1 et peut-être au semestre 2. Et puis c'est également, et on l'a bien vu, cette crise sanitaire, aussi un moyen de mettre le pied et de réfléchir à des dispositions et des solutions pour optimiser la dématérialisation, éventuellement l'évaluation à distance. On va voir qu'il y a un certain nombre de problèmes et que peut-être qu'elle ne pourra jamais se faire de façon absolument parfaite. Mais en tout cas, ceci nous pousse à y réfléchir et c'est intéressant à ce titre. Donc la première diapositive, elle vise à déterminer les contours de la problématique de l'évaluation, puisqu'en réalité, quand on parle d'évaluation en distanciel, les problématiques sont multiples, avec différents niveaux. J'ai défini 3 niveaux particuliers. L'objet de l'évaluation, puisqu'on n'aura pas les mêmes problématiques si on est sur une évaluation des connaissances ou si on est sur une évaluation des compétences ou des pratiques professionnelles, et puis également des objectifs recherchés. Certaines évaluations ont pour objectif essentiellement de classer les étudiants, et dans ces cas-là, ce qui est requis dans l'évaluation, ce sont essentiellement des critères de bonne discrimination et également d'équité, d'égalité entre étudiants. Quand les objectifs recherchés dans l'évaluation, c'est une vérification des acquis, ce qu'on a en formation initiale, à l'exception de la première année et donc des ECN, futurs EDN. Dans la vérification des acquis, je dirais qu'on est plus dans une évaluation qui doit répondre aux attentes pédagogiques, avec une interrogation sur les attendus, le socle de connaissances, avec une problématique d'équité qui est souvent qui est mise en avant également par les étudiants sur ce type d'évaluation, mais qui en réalité, sur le fond, n'est pas essentielle, puisqu'il y a même des évaluations qui se font de façon trimestrielle et pour lesquelles on ne peut pas assurer une équité parfaite entre étudiants. Mais c'est vrai que les étudiants sont aussi attachés à la problématique d'équité sur ces évaluations de vérification d'acquis. Et puis, troisième élément que j'ai mis entre parenthèses, dont on a un peu parlé tout à l'heure, qui est celui de l'utilisation de l'évaluation comme un élément formatif. Là encore, les étudiants sont assez attachés à ce que les évaluations soient un élément de leur formation. Je pense que c'est quelque chose qui est plus discutable. Il y a un temps pour la formation, un temps pour l'évaluation. Et c'est important parce que vous allez voir que dans les solutions éventuellement apportées, on en discutera peut-être en conclusion, mais des modifications du format sont peut-être nécessaires pour que
les examens distanciels ne soient plus un problème. Et dans ces cas-là, effectivement, il peut y avoir une problématique de formation, en tout cas, que la demande de formation ne soit pas totalement, qu'on ne puisse pas y répondre totalement. Et puis, troisième élément, bien sûr, qui est sous-tendu et qui est un peu évident, qui sont les contraintes générales liées au distanciel. C'est d'abord que l'évaluation en formation initiale, eh bien, elle est quasiment exclusivement une formation individuelle. Dans d'autres cycles, dans d'autres types de formations, on peut avoir des formations de groupe. Mais là, l'évaluation de la formation, elle reste pour nous tous individuelle. Et puis également, et là c'est moins systématique, mais c'est quand même très majoritaire, la plupart de nos évaluations sont formatées et formalisées, et ça on pourra le discuter, sans accès aux ressources documentaires. Donc finalement, si on résume la question, c'est est-on capable d'évaluer les étudiants en répondant aux objectifs pédagogiques de façon individuelle en distanciel, avec, vous voyez, tout un nombre de sous-questions. Peut-on classer des étudiants ou garantir la validation des acquis en distanciel? Certains formats dossier-logiques sont-ils plus propices à la qualité de l'évaluation en distanciel que d'autres? Si oui, quel est le prix à payer de l'abandon de certains formats sur les objectifs pédagogiques de l'évaluation? Quels sont les moyens supplémentaires dont on pourrait disposer ou implémenter ou imaginer pour répondre aux contraintes propres au distanciel? Et là, je pense qu'il y a des réponses à la fois docimologiques, et on va voir que nous, on a pu éventuellement apporter une réponse docimologique, mais également des réponses techniques, notamment sur des éléments de surveillance, mais d'autres éléments techniques. Et puis au final, ce qui est le nerf de la guerre, c'est dans tout ce qu'on pourra proposer, imaginer, pour répondre aux problèmes, c'est quel est le ratio acceptabilité, faisabilité dans les modifications des modalités de contrôle des connaissances et des compétences, à la fois pour les enseignants, mais également pour les étudiants. Et puis donc, bien sûr, l'évaluation de l'évaluation, comme c'était un peu redondant, j'ai parlé de validation scientifique, tout ça, et tout ce qui pourra être proposé doit se faire de façon scientifique avec une évaluation des modifications docimologiques en termes de différents paramètres cibles, que ce soit la discrimination, le classement des étudiants. Alors, pour poser la problématique, je vais vous présenter l'expérience des examens de validation des acquis telle qu'elle a été faite au semestre 2 de l'année dernière à l'UFR Paris-Nord de l'Université de Paris. Pourquoi au deuxième cycle? Parce que, à la différence du DFGSM, dont je ne vais pas parler tout de suite, peut-être que je l'évoquerai tout à l'heure en conclusion après la controverse, au DFASM, nous avons finalement répliqué exactement les examens présentiels qui étaient déjà dématérialisés, comme partout ailleurs, c'est-à-dire sur tablette sous format DP et QI. Sur la plateforme CIDES, eh bien, nous avons transposé en distanciel à domicile, donc sans éléments supplémentaires de randomisation des questions. Donc tous les étudiants avaient les mêmes DP et les mêmes QI à domicile. Donc on peut dire, si on reprend analogiquement l'analyse d'Olivier de ce matin, sur la dématérialisation, on était vraiment au niveau 1, c'est-à-dire qu'on a simplement transposé en distanciel ce qui se faisait de façon exacte, de la même façon en présentiel. Donc, quand on regarde les résultats moyens au semestre 2 et qu'on compare l'année universitaire 2018-2019 et 2019-2020, eh ben, on voit qu'effectivement, on a une augmentation qui n'est pas majeure, mais qui est significative de la valeur de la moyenne à ces épreuves, d'environ 1 point sur 20. Et si on compare l'évolution entre le semestre 1 et le semestre 2, on avait un delta moyen d'environ d'un peu moins de 2 points entre les deux semestres. Alors bien sûr, la comparaison est sujette à un certain nombre de biais, en particulier pour celle entre 2018-2019 et 2019-2020, on est sur 2 promotions différentes, donc des étudiants différents, et puis entre le semestre 1 et le semestre 2, effectivement des hypothèses sur une difficulté moindre du semestre 2 sur le semestre 1, éventuellement une meilleure préparation des étudiants et éventuellement, bien entendu, sous-tendu, d'autres facteurs sur une augmentation de la facilité des examens. Vous m'avez compris, entre les lignes. Alors, cela dit, quand on a vu ces résultats, on a tout de suite attribué comme augmentation de la moyenne plutôt à un aspect partage des connaissances. En réalité, vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Vous avez ici représenté en représentation de Blanc et Altman
les notes, la note au semestre 1 et au semestre 2, donc avec une représentation de Blanc-Altman avec la moyenne en abscisse et la différence semestre 2 moins semestre 1 en ordonnée. Et vous voyez que sur ce schéma, on voit que seuls 25 étudiants sur une promotion d'environ 380 ont une note au semestre 2 inférieure à la note du semestre 1. Et quand on regarde la répartition des points, on avait à peu près un quart à un tiers de la promotion qui voit sa moyenne augmenter de 2 à 6 points. Alors, quand on compare la présentation des notes entre 2018-2019 et 2019-2020, en réalité, on s'aperçoit qu'effectivement, le semestre 2, dans notre UFR, voit les notes moyennes supérieures au semestre 1. Et donc, la remarque sur un éventuel biais de matière plus facile, avec une moyenne en tout cas plus élevée au semestre 2, était réelle, puisque vous avez en bas la courbe, qui ne passe pas très bien, de répartition des notes par étudiant classées par bonus de points, par delta de points semestre 1, semestre 2. Et on voit qu'effectivement, on a déjà en 2018-2019 moins d'étudiants qui voient baisser leurs notes entre les deux semestres. Malgré cela, on voit ici deux différences intéressantes. D'abord, deux courbes plus ou moins parallèles, c'est-à-dire une différence sur une grande partie de la promotion, une différence d'environ 1 point qu'on interprète et qu'on peut interpréter comme peut-être l'accès aux ressources. Et peut-être de façon, deuxième élément intéressant dans cette courbe, qui est la présence d'outliers, ce décrochage sur la deuxième partie de la courbe. Si on regarde ces courbes et qu'on le fait sur d'autres années, on a toujours cet aspect en sigmoïde ici aplati. Et on voit bien qu'ici, en DFASM2, donc qui est la promotion de référence sur ce travail, on a un décrochage, on a une perte de la sigmoïde avec clairement environ 60 étudiants qui gagnent entre 3 et 6 points. De façon non attendue par rapport à une promotion normale. Et donc là, on peut se poser la question pour cette partie de la promotion d'une aide qui ne serait pas limitée simplement à l'accès aux ressources, mais également à un partage de connaissances, un travail non individuel. Alors ça veut dire que l'analyse, elle n'est pas que quantitative et c'est intéressant d'aller voir qualitativement parce qu'on voit bien que le comportement des étudiants n'est pas homogène. Et donc, on peut se retrouver avec une situation où il est intéressant de regarder justement ces outliers et qu'est-ce qui se passe en termes de distribution. Parce que finalement, la problématique dans la validation des acquis, c'est de ne pas valider quelqu'un qui n'aurait pas le niveau de formation et puis bien sûr de valider tous les étudiants qui ont le niveau de formation. Mais dans cette problématique-là, la problématique est plutôt celle de ne pas valider des étudiants qui n'auraient pas le niveau puisque par définition, l'ensemble des étudiants a plutôt une note légèrement supérieure. Donc, si on regarde l'exemple de la pédiatrie, qui est une des UE passées au deuxième semestre du DFASM2 dans notre UFR, vous voyez que est repris depuis 2017, et ça c'est Albert qui m'a donné ces données, Albert Faye, on a à peu près une trentaine d'étudiants qui a une note inférieure à 10 et un pourcentage d'ajourné en session 1 qui est d'environ 8% et c'est assez stable et assez reproductif d'une année sur l'autre. Et donc on voit clairement qu'en 2020, ces chiffres ont brutalement diminué avec 10 étudiants à moins de 10 sur 20 et 2,5% qui n'ont pas validé d'emblée avant jury cette matière. Alors de façon intéressante, on a repris les différents DP posés en 2019 et 2020 avec bien sûr les statistiques qui sont données par CIDES. Bien sûr, il n'y a pas de lien direct, tout est indépendant, donc il y a 3 dossiers progressifs en 2019, 3 dossiers progressifs en 2020. Et vous voyez que en pédiatrie, et comme dans beaucoup de matières, on a une répartition relativement gaussienne avec une moyenne variable en fonction de la difficulté des dossiers et une dispersion également en fonction de la nature du dossier. Et on voit qu'en 2020, on a des courbes très très éloquentes et très particulières qui est l'apparition d'une surreprésentation d'effectifs dans les courbes de distribution, mais qui, vous voyez, concerne que les notes relativement élevées et qui sont totalement inattendues. Donc probablement, on a un décalage vers la droite, on a un double mouvement, on a un décalage vers la droite de la note moyenne sur l'ensemble et c'est peut-être ce qu'on peut interpréter comme un effet ressource, mais on a également manifestement des notes qui sont des notes entre guillemets aberrantes, en tout cas pas attendues dans les courbes de distribution normale d'une promotion. Alors, ce qui nous intéressait également, c'était de voir un peu la capacité de ces examens à classer les étudiants. Et donc, on a regardé le lien entre le semestre 1 et le semestre 2, soit en note directe avec une corrélation de Spearman, soit ici une corrélation directe mais en utilisant les rangs, pour voir si effectivement on pouvait dire si les étudiants les mieux classés au premier semestre étaient les étudiants les mieux classés au deuxième semestre. Donc on a regardé en 2018-2019,
de façon relativement attendue. Les bons étudiants du premier semestre sont les étudiants bien classés au deuxième semestre, avec un R carré qui est environ à 0,60. Et vous voyez qu'en 2020, on perd de façon très importante cette corrélation, puisqu'on n'a plus qu'un R carré à 0,28 dans la corrélation de rang entre le semestre 1 et le semestre 2. Voilà. Alors, donc, il se trouve qu'à l'Université de Paris, on a réfléchi un peu à cette problématique et on a proposé des examens qui permettent d'apporter éventuellement une solution. Mais comme on est dans une pratique de controverse, je vais peut-être laisser la parole à Fleur et puis peut-être que dans la discussion ultérieurement, je reprendrai la fin de cette présentation pour vous montrer ce que nous, on a pu imaginer comme solution à ces différentes problématiques, puisqu'on a pu le faire de façon spécifique au DFGSM. Et donc, on a un élément de comparaison intéressant et qui montre que finalement, même s'il y a des problèmes, ils sont au moins en partie résolvables. Fleur. Ouais, bonjour à tous, et j'en profite le temps que je partage mon écran, mais je pense qu'il faut que vous coupiez votre partage d'écran pour que je puisse mettre le mien. J'en profite pour remercier Damien et m'excuser vraiment de cette défection qui m'a terriblement attristée. Mais c'est vrai que le boomerang là, du Covid, on ne l'avait pas vu venir aussi vite. Et donc je dois dire que dans cette controverse, j'avais essayé de le faire présenter par d'autres personnes. Et en fait, les gens connaissaient Martin et connaissaient ses talents d'orateur et personne n'a voulu se frotter à la controverse. Donc, je vais essayer d'assumer ça. Et donc, je vais essayer de façon peut-être plus... on va dire, plus pratico-pratique, de vous montrer que les examens distanciels, c'est une vraie solution, en particulier en 2020. Et donc, je vais faire ça en 5 points, puisqu'on devait faire ça en 5 minutes. Donc, on va faire un point par minute. Et je vais commencer par celui qui est peut-être pas l'argument le plus valide scientifiquement, mais qui est qu'on n'a pas toujours le choix. Et en particulier, là, en 2020, en réalité... c'était donc évidemment impossible de faire les examens en présentiel et donc les examens distanciels ont évidemment été une solution parce que sans eux, on n'aurait pas pu valider tous les étudiants, on n'aurait pas pu diplômer nos infirmières et tous les paramédicaux et donc ça a été extrêmement important et donc c'est un argument qui est peut-être pas très valide scientifiquement mais qui a intrinsèquement eu raison de cette controverse. Alors, le deuxième point, c'est que, alors ça c'est un peu plus philosophique, c'est que parmi les éléments qui peuvent un peu heurter et donc contrarier les enseignants sur la possibilité d'examen distanciel, c'est le fait que les étudiants ont accès à des ressources, sauf évidemment si vous mettez des mesures de surveillance pour vérifier qu'ils n'accèdent pas à leurs ressources de chez eux, mais ça on va en reparler. Et donc les étudiants passent les examens distanciels chez eux et donc ils ont accès non seulement à leur manuel, mais aussi à Internet, à Google. Mais en réalité, ça, c'est la vraie vie, c'est ce qu'ils vont exercer, c'est ce qu'ils auront plus tard lorsqu'ils seront face à un patient, c'est ce qu'ont les internes quand ils vont aller voir un entrant, ils ont accès à leurs bouquins, ils ont accès à Internet. Même nous, en consultation, parfois... en faisant mine de taper sur Orbis, on tape sur Google le nom d'une maladie qu'on ne connaît pas. Donc ça, l'accès aux ressources, réellement, c'est pas un problème puisque ce sont des conditions semblables à l'exercice médical. Le deuxième point qui permet de rendre acceptable le fait de laisser l'accès aux ressources des étudiants, c'est le fait qu'on peut contrôler ça à minima par la durée de l'examen. C'est-à-dire que si l'étudiant met 15 minutes pour chercher la réponse à une question, de fait, il ne va pas avoir le temps de répondre aux 60 questions en 45 minutes. Donc ça, on peut contrôler ça, on va dire, à minima. Et puis le dernier argument, qui est un vrai argument, et je pense probablement le plus valable et le plus pédagogique, c'est que c'est pas du tout gênant de laisser l'accès aux ressources. Vous savez que ça a été même proposé, par exemple, pour les écos, que l'étudiant, avant de rentrer dans la chambre, il ait son petit temps de préparation avec un ordinateur et accès à Internet. Ça a été proposé et publié. Et donc, il faut simplement adapter ou optimiser la docimologie. Et par exemple, poser des questions
qui testent réellement le raisonnement clinique plus que les connaissances pures. Donc évidemment, si vous posez une question de connaissances pures, vous avez la réponse dans le livre, dans le collège des enseignants, mais si vous posez une question de raisonnement, eh ben, jamais l'étudiant n'ira trouver la réponse dans son livre. Donc il y a différents types de docimologie qui généralement portent des acronymes anglais et avec lesquels on va se familiariser parce que ça permet d'optimiser réellement la docimologie. Alors ça, c'est une des possibilités. Si vous êtes courageux, vous pouvez repasser aux questions dites à réponse ouverte. Hein. Et donc, il y a la possibilité de faire des crawls, c'est-à-dire des questions à réponse ouverte longues, hein, sur CIDES. Et bon, ça, je dis si vous êtes courageux, parce qu'il faudra prendre le temps derrière de les corriger. Et puis, il y a certains enseignants, notamment chez nous, là, durant l'épidémie, qui ont fait de compositions écrites sans se servir d'une plateforme, c'est-à-dire un document Word qui était à rendre, et ça s'applique particulièrement bien à certaines disciplines, comme par exemple à l'éthique, et donc on peut tout à fait valider ce type de composition. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est parce qu'on peut mettre en place, alors il faut avoir les moyens bien sûr, hein, mais on peut mettre en place, si on est inquiet là-dessus, des systèmes de surveillance à distance. Quand c'est un oral, eh ben, on peut le faire avec un système de vidéo donc qui permet de contrôler l'image de l'étudiant. Jacques Nizar m'a donné un exemple de ce qu'ils ont organisé pour la certification européenne de gynécologie obstétrique. Donc là, c'est un système très, on va dire, bon, ça nécessite des moyens, hein, mais très carré, sur lequel chaque étudiant doit se connecter à Zoom sur son téléphone. Le Zoom montre l'intégralité de la pièce. Il y a un surveillant pour 10 étudiants pendant toute la durée de l'examen. L'examen se fait sur un serveur qui contrôle l'accès à d'autres interfaces. Et donc, ça permet de surveiller les étudiants pendant les examens. Un autre élément intéressant qui permet de rendre l'examen distanciel valide, c'est qu'on peut créer finalement des épreuves individuelles qui limitent la composition collective. Parce que l'accès aux ressources, on peut considérer que c'est quelque chose de bien. Mais prendre son téléphone et demander aux collègues ce qu'ils ont répondu à la question 4, ça pose des problèmes, notamment pour des examens certificatifs. Et donc il faut essayer de limiter ça. Alors évidemment, il y a certaines épreuves qui peuvent accepter, notamment comme on fait hein, quand on discute en staff des dossiers, on peut tout à fait accepter qu'il y ait une composition collective si la docimologie est adaptée. Mais pour certains examens certificatifs, on aimerait limiter ça. Et donc ça, il y a tout à fait des propositions pratiques pour faire ça. On peut créer des groupes aléatoires. Donc nous, on l'a fait à Sorbonne Université sur la période de mars à juin, quand il a fallu qu'on se débrouille un petit peu pour rendre les examens valides. Donc les étudiants étaient répartis dans des groupes aléatoires qui variaient entre 2 et 4 hein, par promotion. Et puis les épreuves étaient dupliquées. Et des étudiants inscrits sur des épreuves qui étaient finalement différentes, avec un ordre des questions qui était différent. Alors, ce n'est pas possible de le faire, évidemment, pour un dossier progressif dans lequel l'ordre des questions n'est pas possible, mais ça a pu être fait pour les questions isolées qui ont été intégrées finalement dans des DP avec un ordre aléatoire, et donc ils ne pouvaient pas revenir en arrière sur leurs questions isolées. Voilà, c'est ce qu'on a fait par exemple pour la NAPAD, pour la pharmaco. Vous voyez, il y avait trois groupes à chaque fois. Alors, la limite de ça, c'est qu'on ne peut pas non plus créer 10 groupes. On a créé des groupes qui étaient valables pour l'ensemble des examens. Donc, quand ils avaient compris, il y a eu un petit effet de surprise au début. Et puis, ça s'est un peu épuisé par la suite. Et puis, il y a un côté un peu chronophage aussi, hein, parce qu'il a fallu qu'on fasse ça manuellement. Et puis là, il fallait que la scolarité inscrive les étudiants sur différents groupes. Donc, ça a été... voilà, un petit peu chronophage, mais c'est une des possibilités. L'autre possibilité qui n'existe pas dans CIDES, mais qui est à ma connaissance en discussion, c'est le fait qu'il y ait une disposition aléatoire des questions, donc un petit peu ce qu'on a fait, mais pas manuellement, hein, fait par la plateforme. Donc la disposition aléatoire des questions, ça peut se faire par exemple pour les questions isolées, mais malheureusement, si vous utilisez cette fonctionnalité, les étudiants
les questions restent isolées, et donc les étudiants peuvent revenir en arrière, et donc ils finissent par réidentifier la question sur laquelle ils veulent discuter. Quand il leur reste du temps à la fin de l'examen, ils disent « Ah, la question sur l'hypercalcémie, c'est quoi les bonnes réponses ?» Voilà, donc ça, il faudrait un système de disposition aléatoire des questions, mais sans possibilité de retour en arrière, un petit peu comme un DP, si cette fonctionnalité peut être implémentée. Et puis la dernière fonctionnalité, c'est une fonctionnalité extrêmement intéressante qui est offerte par CIDES, qui est la possibilité de tirer au sort des questions, ce qui permet à chaque étudiant d'avoir réellement une copie complètement individuelle. Alors pour limiter l'hétérogénéité des sujets, il faut évidemment que ça se fasse d'une certaine façon. Je vous montre juste, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît cette fonctionnalité dans CIDES. Donc c'est ce petit icône-là que vous devez voir apparaître juste derrière la LCA sur CIDES. Et donc quand vous allez là-dedans, dans le contenu, en fait, vous allez chercher un dossier libre. Vous savez qu'on peut créer des dossiers progressifs, mais aussi des dossiers libres. Et dans ce dossier libre, vous avez mis, par exemple, 5 ou 10 questions qui sont sur la même thématique, idéalement. Et vous allez demander, donc vous cherchez un dossier libre dans votre interface de saisie docimologique. Et puis après, vous indiquez à CIDES le nombre de questions que vous voulez piocher dans le dossier. Donc soit vous mettez 30 questions de médecine interne et vous dites voilà pour l'examen j'en veux 15 et donc chaque étudiant aura 15 questions tirées au sort. Soit vous faites par exemple 5 questions sur le réno et vous en piochez une, puis 5 questions sur la sarcoïdose, vous en piochez une, etc. Et ça limite l'hétérogénéité, donc c'est une façon très intéressante de rendre une copie individuelle. Et puis, alors ça, c'est pas accessible, mais ça fait partie des choses qui sont intéressantes, c'est que c'est un petit peu laborieux de créer des QRM qui sont proches, mais qui sont pas exactement les mêmes, ou un cas clinique où la patiente, elle n'a pas 42 ans, mais 38 ans, et où ça va changer un petit peu. Et donc maintenant, il y a des systèmes de génération automatique de QRM et de propositions. Donc ça peut vous aider à créer des vignettes cliniques qui sont proches, dans un temps record et de façon informatisée. Et donc ce type de QRM peuvent ensuite être tirés au sort. Et puis le dernier point, alors là, bon, c'est difficile de se battre contre les chiffres de Martin, mais on va dire parce que ça fonctionne. Et c'est un peu un contre-exemple finalement de ce qui a été montré, mais sur un seul exemple, sur la médecine interne. C'est l'examen donc qui était passé en janvier 2020 par nos étudiants. Vous voyez que la moyenne était de 13,77, et puis l'examen de juin qui était fait en distanciel, la moyenne était de 14, donc il n'y a pas de différence significative entre les deux. Et en plus, je ne suis pas sûre que le côté distanciel ait été problématique, puisqu'on nous avait quand même demandé d'être plutôt un peu gentil envers les étudiants, donc le sujet était peut-être un peu plus facile. En tout cas, il n'y avait pas de différence. Voilà, ça c'était l'autre partie de la promotion, mais vous voyez, c'était pareil et sans différence significative sur la moyenne. Donc en conclusion, je dis que les examens distanciels sont une vraie solution avec un haut niveau de validité. Bon, ça c'est un petit peu probablement surinterprété, mais en tout cas, ça peut rester valide. Évidemment, les modalités de réalisation doivent être adaptées avec une docimologie vraiment optimisée, éventuellement une possibilité d'une surveillance à distance, et puis une génération des épreuves qui peut être faite par tirage au sort, qui est quelque chose de très intéressant, et donc des modalités de contrôle peuvent être idéalement ou doivent être réalisées, s'assurer qu'en gros il n'y a pas d'écart de note moyenne, d'écart type, ou des systèmes qui, à ma connaissance, ne sont pas disponibles. On a essayé de le faire, mais moi, en tout cas, j'ai pas réussi de voir s'il y a vraiment des détections de copies identiques dans toutes les réponses. Peut-être que quelqu'un de plus calé en informatique et en programmation que moi aura une idée. Voilà, donc j'espère m'être défendue quand même pas trop mal face à mon brillant prédécesseur et vous avoir convaincu que les examens distanciels sont une vraie solution. Merci beaucoup. Merci Fleur de cette controverse pour laquelle j'abonde en grande partie. Donc j'ai pris le
le chapeau de celui qui posait la problématique, mais je souscris en grande partie à tout ce que tu as dit. Ce qui est compliqué dans l'évaluation du comportement des étudiants, c'est que sur des matières pour lesquelles ils ont historiquement des très bonnes notes, ils n'ont pas forcément une propension à aller se fatiguer, à aller chercher de l'information. Et donc, c'est vrai que nous, on a vu aussi que sur des matières qui étaient très facilement validées, bien sûr, le comportement était assez superposable à ce qu'ils avaient avant, parce que finalement, ils ne voient pas d'intérêt éventuellement à aller chercher de l'information. Donc, c'est pour ça que les analyses sont assez compliquées, parce qu'il y a aussi des biais comportementaux, puisque finalement, ce qui compte au final pour eux, c'est l'objectif. Et encore, l'idée n'est pas de stigmatiser l'ensemble des étudiants. On voit bien d'ailleurs dans les courbes qu'il y a des comportements qui sont très hétérogènes. Il y a probablement ce problème d'accès aux ressources, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est quelque chose qu'on doit probablement intégrer et que c'est pas du tout, ça peut faire partie de l'évaluation, sous réserve bien sûr qu'on modifie un peu les modes d'interrogation. Donc juste pour répondre à tout ce que tu as dit sur les possibilités techniques, notamment d'épreuves aléatoires, il se trouve que nous on a testé via effectivement la plateforme CIDES, les DTAS et les dossiers libres, la possibilité de randomiser et de donner des épreuves individuelles aux étudiants pour le DFGSM, puisqu'on a réussi à faire modifier les règlements des études pour Exparinor, pour effectivement faire des épreuves uniquement de questions isolées, tout QCM, et des épreuves de 40 QCM, et chaque QCM, on avait demandé à l'enseignant de le dériver, ou le clusteriser, si vous voulez, c'est peut-être plus à la mode, en cinq formes, et donc elle était dérivée, donc elle était censée être de difficultés très proches, et donc on créait des dossiers libres, et dans chaque dossier libre, on mettait les 5 formes dérivées du même QCM. Et donc après, on crée une épreuve et en temps réel, l'étudiant récupérait par combinatoire une des 5 formes 40 fois. Et donc, chaque étudiant a eu une épreuve qu'on peut considérer comme individuelle. Et donc, ces épreuves nous ont permis, j'ai mis juste une figure assez intéressante. Vous avez ici, alors il y a beaucoup de choses sur cette figure. Vous avez en abscisse, vous avez le semestre 1. En ordonnée, vous avez le semestre 2. En bleu, à peine visible, c'est 2018, et en noir, c'est 2019-2020. Donc, vous avez ici la courbe de distribution des notes des étudiants. Donc, vous voyez qu'au semestre 1, entre 2018 et 2019, on a une courbe de distribution qui sont totalement superposables. Et on voit effectivement qu'en 2019-2020, on a un décalage, une courbe de distribution qui est très similaire, mais qui est simplement décalée d'un point, parce que nous, on a interprété quand même comme probablement l'effet ressources. Et de façon plus intéressante, on a sur cette courbe une corrélation individuelle des notes des étudiants. Donc en bleu, à peine visible 2018, entre le semestre 1 et le semestre 2, et en noir en 2019-2020. Et vous voyez qu'en corrélation de Spearman, on a effectivement une petite perte de corrélation. Je vais vous le dire parce qu'en bleu, vous ne le voyez pas, c'était 0,55. Assez proche de ce qu'on avait pour le DFSM de tout à l'heure, en 2018. Et donc, cette année, avec ces formes dites clusterisées, on garde une corrélation. C'est les bons étudiants du premier semestre sont les bons étudiants du deuxième semestre, avec un R carré qui est à 0,446. Donc, probablement, cette capacité de proposer des examens aléatoires et individualisés est une réponse en partie à la problématique. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est du travail, parce qu'il faut demander aux enseignants de dériver les QCM, et puis après, il faut les implémenter sur CIDES. Donc, pour vous donner une idée, pour le semestre 2, sur l'ensemble des matières, moi, j'ai dû implémenter entre 2000 et 2500 QCM sur la plateforme, questions isolées sur la plateforme CIDES. Donc, on a été obligé de développer un programme d'import à partir d'un fichier Word. J'ai appris la programmation XML à cette occasion-là, le lien. Et donc, on a importé automatiquement les 2500 QCM sur la plateforme CIDES, puisque les possibilités d'import sont possibles. Elles sont un peu artisanales, mais elles sont possibles. Et c'est probablement indispensable qu'on soit aidé dans les évolutions programmatives sur CIDES, parce que si on va sur ce système, bien sûr, on démultiplie le nombre de QCM. La production par l'enseignant n'est pas un gros travail. Parce que dériver un QCM par rapport à un autre, c'est pas très compliqué. En revanche, bien sûr, vous avez tous remarqué que la saisie sur CIDES était un gros travail. Je vais rapidement parce qu'il y a le problème de l'équité. Les étudiants nous ont posé, mais quand on dérive comme ça, on n'a pas les mêmes QCM, on n'a pas les mêmes notes, on n'a pas les mêmes sujets. Est-ce que l'équité est respectée? Donc là, on a fait un travail pour regarder en tirant au sort de façon aléatoire 1000 sujets pour lesquels on a attribué la note moyenne à chaque question des 5 questions. Et on a regardé au final quelle était la différence en termes d'écart type et d'écart moyen. Et vous voyez qu'au final, sur l'ensemble des épreuves, lorsqu'on tire de façon aléatoire, l'écart type il est d'environ 0,3 points. Et donc, je pense qu'on peut considérer que ceci est acceptable, surtout quand on imagine que dans certaines facultés, ces examens sont répétés sur plusieurs trimestres, donc déjà avec des différences de difficulté bien au-delà de ces 0,3 points d'écart type. Donc, en conclusion
je dirais que la transposition à distance des examens effectués en présentiel ne garantit pas une évaluation juste et correctement classante si on la maintient en l'état, que certaines adaptations doxymologiques semblent pouvoir restaurer en partie ces deux objectifs, mais peut-être pas dans tous les formats, puisque effectivement, cette dérivation, cette clusterisation, elle est très adaptée aux questions isolées, mais elle n'est pas possible pour les dossiers progressifs. L'accès aux ressources donc, restera probablement l'aide incompressible, mais finalement, c'est une aide que l'étudiant se fait à lui-même. Donc ça, je rejoins tout à fait ce que tu as dit. Et elle reste donc acceptable car personnelle, et peut-être même qu'elle va nous aider et favoriser la production de questions qui ne seront plus des questions de connaissances pures et plutôt des questions avec des formats plus riches. Et juste pour donner la conclusion, ceci a conduit pour les modalités des contrôles de connaissances, pour les évaluations qui ne sont pas encore communes à Exparenor et Exparisante, de modifier le règlement. Et nous, on a décidé cette année, en cas d'examen distanciel, au DFASM de maintenir le format questions isolées DP, mais les épreuves de questions isolées se feront par randomisation de questions clusterisées. Les ressources sont autorisées, parce qu'on sait que ça, on ne peut pas l'empêcher, mais on a mis un seuil de validation à 12 sur 20 et non plus à 10 sur 20. Donc voilà, c'est un peu la compensation. Et on va demander à ce que la validation de l'UE se fasse par validation séparée de l'épreuve de DP et de l'épreuve de QI. C'est-à-dire qu'il faudra avoir au moins 12 au DP, au moins 12 au QI. On sait que les DP, il y aura peut-être un peu de partage, mais on maintient les épreuves de façon dissociée. Voilà, c'est un peu ma réponse qui ne fait en fait que renforcer l'idée que oui, les examens distanciels sont probablement une solution malgré des problématiques assez importantes.